Good Morning Business. Le débat. L'inflation américaine qui s'établit désormais à 5,4% sur un an, Nicolas Dose. Alors même Grégory Volokin le dit, inflation pas forcément que temporaire. On sent bien que tout le monde marche sur des œufs. Est-ce qu'on s'inquiète ? C'est vraiment la question. Hein. La question que tout le monde se pose, ça a été la question centrale du forum organisé par la BCE il y a maintenant quelques jours, temporaire ou pas. Alors on est à 5,4% en rythme annuel en septembre, on était à 5,3% en rythme annuel en août, on fait plus 0,4 en septembre, après plus 0,3 en août. On peut considérer qu'aujourd'hui, pour l'instant, il y a un peu un cas américain. Il y a des spécificités américaines. On voit qu'un tiers de cette hausse des prix aux États-Unis, c'est lié à l'incroyable explosion des prix du marché de la voiture d'occasion. Ouais. Parce que là, vraiment, la pénurie de semi-conducteurs a quand même totalement freiné les ventes de voitures neuves aux États-Unis. Il n'y a plus de voitures neuves. Et les voitures d'occasion ont fait plus 45 ou plus 50% sur la période qui vient de... Enfin, la période depuis le début de l'année à peu près. Après, vous avez... Bon, ça, c'est pas qu'américain, mais c'est quand même très marqué aux États-Unis. La désorganisation des chaînes de production, qui, on le sait, est un phénomène inflationniste. On voit bien qu'il y a un moment où on a renié ses marges et on finit par avoir un phénomène de hausse des prix, on finit par augmenter ses prix. Et puis il y a aussi une particularité aux États-Unis, c'est qu'une bonne partie de cette inflation vient du phénomène des loyers. Oui. Et les loyers s'envolent. Ça, c'est un vrai sujet, parce que ce ne sera pas de l'effet Covid, pas Covid. Quand les loyers se sont envolés et quand ils ont remonté, vous n'allez pas les voir rebaisser comme un baril de pétrole est capable de rebaisser. Bon. Donc voilà, on est quand même sur des spécificités américaines, mais on peut considérer que même aux États-Unis, on ne voit pas encore s'agiter les deux vrais moteurs qui conduiraient à ce qu'on appelle de l'inflation. Là, c'est de l'indice des prix. Et les deux vrais moteurs de l'inflation, ce serait effectivement une hausse généralisée des prix qui serait auto-entretenue par cette fameuse boucle prix-salaire. Les prix montent, les salaires montent. Et puis, ce serait le phénomène monétaire d'une accélération de la vitesse de circulation de la monnaie. Donc, deux phénomènes que pour l'instant, on n'observe pas aux États-Unis. Mais je vais laisser Jean-Marc réagir. Parce qu'après, il y a quand même une grande question qui se pose. Laquelle ? Alors, qu'est-ce que vont faire les banques centrales ? Mais bon, Jean-Marc va réagir. Concernant l'inflation aux États-Unis, d'abord ce qui est frappant, c'est que l'inflation est supérieure à ce qui se passe dans d'autres zones géographiques, notamment en zone euro. Et donc là, on rejoint les spécificités. Il y a tout un tas de documents qui ont été publiés sur la différence entre la formation des prix et l'indice des prix, c'est-à-dire l'outil utilisé pour mesurer la déformation des prix entre ce que l'on fait en zone euro et ce que l'on fait aux États-Unis. Alors Nicolas en a parlé, il y a une spécificité sur l'évolution des loyers. Aux États-Unis, ils sont très volatiles et il y a encore un effet de rattrapage par rapport à ce qui s'était passé en 2008-2009. C'est-à-dire vous aviez un effondrement du prix de l'immobilier, un effondrement des loyers et il y a encore des effets de rattrapage. Et en plus, comme c'est un grand pays, vous regardez effectivement, c'est pas la même situation en Californie que dans l'Oklahoma. Alors après, est-ce qu'il y a un danger inflationniste ? Encore une fois, l'inflation, c'est une hausse générale et durable des prix. On n'est pas dans cette situation. L'inflation, c'est un écart entre l'offre et la demande, ce qu'on appelle un gap inflationniste. Et aux États-Unis, le gap inflationniste se solde assez souvent par du déficit extérieur. Et donc là, on a plutôt effectivement un creusement du déficit extérieur qui est un peu moins important que ce qui était prévu initialement. C'est-à-dire qu'on avait envisagé qu'on monterait jusqu'à 850 milliards de dollars de déficit extérieur. On aura probablement un peu moins, entre 820 et 800 milliards de dollars de déficit extérieur. Pourquoi ? Parce qu'une partie de la demande supplémentaire injectée par le plan Biden n'est pas au rendez-vous. C'est-à-dire que le plan Biden a un mal surprenant à se faire adopter. Une partie des démocrates disent que c'est pas forcément ce qui convient de mettre en place. Alors globalement, on a quand même un jugement qui était celui d'Olivier Blanchard qui disait on a moins à craindre que la dette que la surchauffe. Donc il y a un peu de surchauffe, mais cette surchauffe n'est pas de la même nature que ce qui pouvait se passer dans les années 70. En Chine, quand même aussi, vous avez vu l'indice des prix à la production, plus 10,7% sur un an. C'est le record depuis que l'indice existe. Oui, mais bon, voilà, de toute façon, attendez, vous prenez les prix à la production, on a des hausses qui sont bien au-dessus des niveaux d'indice de consommation, d'indice des prix. Et là, oui, la question qui va se poser est quand même une vraie question, parce que ça commence à devenir installé au-dessus de 5. C'est bien d'ailleurs la raison pour laquelle Joe Biden a renoncé à l'augmentation du salaire minimum fédéral à $15 de l'heure. Parce qu'il sait que s'il fait ça, certains États ont décidé de les augmenter. Mais s'il fait ça au niveau fédéral, là, il installe son inflation à 6%. Et à ce moment-là, la Fed est quand même devant un vrai dilemme. Et donc, la question, alors je suis incapable d'apporter la réponse, mais est-ce que pour la première fois, les banques centrales vont se détourner du contrôle de l'inflation ? Est-ce qu'elles vont décider
presque collectivement de se détourner du contrôle de l'inflation et de ne plus tenir compte de l'inflation pour ne pas être obligé de normalement remonter au-dessus leur de taux. 2, on commence à réagir normalement. Les doctrines ont un peu évolué pour que le 2 ne soit plus une cible vert, mais devienne un pivot ou une moyenne. On est à 5, c'est quand même très loin de l'objectif. Et là, ça commence à être installé au-dessus de 5 depuis un petit moment. Alors, on peut considérer qu'effectivement, c'est de l'inflation qui va s'apaiser, c'est ce que dit le FMI. Mais voilà, est-ce que la Banque centrale va totalement vriller sa façon de travailler, sa façon de contrôler ou pas l'inflation en fonction de ce qui va se produire et de continuer finalement ces politiques de quantitative easing, car elle considère que la priorité, c'est de garder des taux d'intérêt nominaux bas. Ma réponse était dans mon éditorial des Échos d'hier, donc j'invite les auditeurs téléspectateurs à lire les Échos et à lire en particulier mon éditorial d'hier. Des économistes disent le contraire. Il faut consulter les archives. Merci Jean-Marc Daniel. Hier, c'est déjà des archives.